C'est une triste nouvelle, c'est un verdict en tout cas qui est tombé hier soir, vous le savez très bien. Babila interdit donc de presse pour les 6 prochains mois. C'est ainsi dans la décision donc de la haute autorité de la communication, la HAC. C'est qu'on le reproche, on essaie de comprendre ce matin, mesdames et messieurs, avec Fodé Oumar Touré, il est expert en passation de marché public. Nous essayons de comprendre un peu plus tard, Jacques, pour planter le décor évidemment. Vous posez la question, je vais dire, en début de semaine, ou la semaine, cette semaine même, voilà, avec cette rencontre entre Babila et la HAC. Oui. Patatras, hier soir, on a vu ce communiqué de la HIC. Oui. Bien entendu. Oups, pardon. C'est ça. C'est ça. Bon, c'est pas mauvais. il y a du hic à la HAC. Voilà, quand il y a du hic à la HAC, on confond hic et hack. Oups. D'abord, pour commencer, je vais quand même dire toute ma solidarité à Babila et lui dire tous mes encouragements parce que ce n'est pas facile. Il faut préciser qu'il a été entendu, reçu et entendu pour une enquête donc qu'il a publiée sur son site web Inquisiteur. Et donc, c'est son site et lui-même qui ont été suspendus pour 6 mois. Il est important de revenir sur le dossier parce que à voir comme ça, c'est comme si on était en train de commenter la décision de la haute autorité de la communication. Nous respectons l'institution qu'elle est, mais il faut que l'opinion sache pourquoi Babila a été effectivement reçu à la HAC et pourquoi il a été sanctionné selon la décision de la haute autorité de la communication, mais selon également l'article produit par Babila. Parce qu'il a fait des travaux à 2 niveaux, sur le site et sur espace. Mais il n'a pas été reçu pour des révélations faites dans le Before GG. Donc le Before GG n'est pas en cause. En tout cas, si on a bien compris à travers la décision. C'est d'inquisiteur, on a parlé du début jusqu'à la fin. Maintenant, il lui est interdit d'exercer le métier dans tous les médias. Ce qui fait que pendant 6 mois, si bien entendu, la décision reste comme telle, il ne sera présent ni ici à Espace et il ne pourra pas écrire pour son média. L'opinion doit quand même comprendre. Nous ne sommes pas en discussion avec la HAC parce qu'il y a une procédure bien simple. Si vous n'êtes pas d'accord avec une décision rendue par la haute autorité de la communication, il nous a été dit, vous saisissez la Cour suprême et la Cour suprême peut bien entendu rendre une décision, donc casser la décision qui a été rendue. Mais l'article incriminé, il est important qu'on puisse quand même revenir là-dessus pour qu'on sache. Il est dit, le titre c'est Ministère de la Justice, parfum de corruption autour de la rénovation de la maison centrale de Conakry. Enquête exclusive. On dit parfum de corruption. Et quand j'ai parcouru l'article, Babila essaye de partir de la communication du ministre de la Justice lui-même, qui a, devant les médias, dit qu'il y a plusieurs marchés qui ont été passés en 2022 sous donc le CNRD et il estimait que c'était nécessaire que des enquêtes soient faites pour comprendre comment ces marchés-là ont été passés. Et surtout qu'il a ajouté que sous le CNRD, le gré à gré est devenu trop fréquent, est devenu la règle et ça a tendance à fragiliser un peu l'économie nationale. Babila, dans son article, explique, à partir de cette communication, ça l'a tiqué. Donc, il s'est mis à chercher dans les différents départements ministériels, il va d'ailleurs le préciser à la fin de l'article, que cette enquête va se poursuivre à l'ensemble des départements ministériels et institutions du pays, y compris la HAC, qui est aussi en train d'agrandir la maison, donc le siège de la haute autorité de la communication ici à Conakry, mais également à Bokeh. Mais je vais quand même revenir. Y compris la HAC, Jacques doit compléter cette information. La HAC fait l'objet d'enquêtes. Par Babila. Par Babila. D'accord, Donc le président a été entendu sur ces 2 dossiers d'enquête
par Babila. Malheureusement, pour les 6 prochains mois, si la décision ne change pas, il ne pourra pas poursuivre l'enquête parce qu'il vient d'être frappé d'une manière totalement incompréhensible. Donc ça, c'était important à préciser. Et dans son article, il précise quelque chose. Il dit, dans le cadre de, je crois, dans le cadre de passation des marchés publics, il y a un type de marché qu'on peut passer par entente directe, ou donc le gré à gré. Il y a un type de marché qu'on ne peut pas passer par entente directe. Je crois que par entente directe, on dit, c'est si par exemple, le travail que vous sollicitez, il y a une seule personne sur le territoire national et même ailleurs qui peut faire ce travail-là. Et donc là, vous n'avez pas besoin de lancer un appel d'offres. Hein? Si par exemple, c'est pour traiter le sida, vous avez quelqu'un qui a le médicament pour traiter le sida, et que sur le territoire national, vous n'avez pas quelqu'un d'autre, évidemment, vous n'avez pas besoin de lancer un appel d'offres. Ou donc, il y a également d'autres thèmes et d'autres questions comme ça. Il y a aussi la question, je crois, du montant. À un certain seuil, vous êtes obligé, par exemple, de lancer un appel d'offres. Il y a un seuil que vous ne pouvez pas dépasser aussi. Je pense que même Mara est revenu un petit peu là-dessus avec les petits montants. Mais on vous laisse continuer, allez-y. Donc, un certain nombre de pourcentages que vous ne devez pas dépasser. Alors, vous avez ces éléments-là qui sont mis en avant, qui, bien entendu, doivent être respectés absolument. C'est ce qu'il essaye d'expliquer. Après, il a cité quelques marchés passés au ministère de la Justice pour, selon lui, commencer l'enquête qu'il a annoncée sur l'ensemble des départements ministériels. Donc, il va citer quelques marchés concernant donc la maison centrale. Un marché signé le 27 novembre 2022. Et il y a le numéro du marché. C'est un contrat de travaux de réhabilitation de la maison centrale de Conakry, lot 2, travaux d'extension. Appel d'offres restreint. Avec la société qui est devant, avec un montant de 17 milliards. 17 milliards 367 millions 108 087 francs guinéens. Le 29 novembre, contrat de travaux de réhabilitation de la maison centrale de Conakry, lot 1, travaux de rénovation. Donc, lot 2, travaux d'extension, maintenant lot 1, travaux de rénovation. 7 milliards avec l'entreprise qui est devant. Le 29 novembre, donc si vous voulez ça, c'est le même jour. Contrat de travaux de réhabilitation de la maison centrale de Conakry, lot 3, travaux de construction du bloc des détenus. 13 milliards. Et puis le dernier, toujours le même jour, contrat de travaux de réhabilitation de la maison centrale de Conakry, lot 4, travaux de construction du bloc administratif, sécurité et VRD, 10 milliards. Il estime que ces contrats-là ont tous été passés par appel d'offres restreint et qu'ils n'ont pas respecté, n'est-ce pas, la procédure. À la fin de son article, il va quand même se poser un certain nombre de questions. Ça, c'est important. C'est même la fin de l'article et c'est ce qui constitue ici l'étonnement. Autour de ces contrats, plusieurs questions se posent, notamment le choix de la dérogation, appel d'offres restreint, en lieu et place de la règle appel d'offres. Appel d'offres ouvert. Qu'est-ce qui se passe avec l'article en question? Peut-être que je vais retrouver. En gros, il pose un certain nombre de questions sur le respect de ces règles-là. Et il termine, il dit dans son article, donc pour terminer, pour répondre à ces questions-là, nous allons revenir avec des réponses. Et il termine, affaire à suivre. Au fait, Babila n'a même pas terminé son enquête. Ça, c'est important que l'opinion le comprenne. En fait, il ne l'a même pas encore traité. Il ne l'a même pas traité. Il ne l'a même pas encore rendu, en fait. Il a présenté la situation. Il a soulevé des questions. Et il a dit qu'il revient dans un prochain article avec des réponses. La HAC le reçoit. Et puis, autour des discussions, évidemment, quand un dossier est pendant devant la HAC, vous ne pouvez pas continuer à parler de ça. Il estimait donc qu'au terme de cette procédure-là, il va lui être donné la possibilité de revenir donner des réponses qu'il s'est posées lui-même dans son article. La HAC dit qu'il n'a pas recoupé et qu'il n'a pas donné de preuves.
Il a même été obligé de produire ça. Ça, c'est un mémo à leur compréhension qu'il a déposé. Il a déposé ça hier. Et c'est hier, je ne sais pas si ça a été lu, mais c'est hier quand même que la décision est tombée. Donc, moi, le sentiment que ça donne, c'est quoi? Un article d'enquête. Parce qu'on dit, ah non, l'enquête n'est pas complète, pourquoi vous l'avez rendue? Mais l'enquête, c'est comme ça. Surtout en presse écrite, vous ne pouvez quand même pas vous permettre d'écrire un livre en ligne. Les gens ne vont pas prendre tout leur temps pour lire tout ça. Donc, vous publiez plusieurs articles sur une même enquête. En jet. Et au bout, les gens ont la compréhension du travail que vous avez fait. Sauf que là, il se pose des questions et il promet de revenir dans un prochain article avec des réponses. Entre-temps, la plainte intervient, on le reçoit, donc le 5 avril. Il a été reçu le 15 pour la seconde fois. Et puis, il promet quand même de revenir avec des réponses dans un article prochain. Et là, c'est hier que la décision est tombée et il lui est interdit pendant 6 mois. Et donc, pendant 6 mois, si la décision reste intacte, il ne pourra pas répondre aux questions qui s'est posées dans son article et il ne pourra pas continuer les enquêtes qu'il a promis de mener dans d'autres départements ministériels, y compris à la HAC, la Haute Autorité de la Communication. Jacques Liwa Linou. Les grandes gueules d'Adafo Média, le talk show qui fait trembler les politiques. Les grandes gueules, c'est à coup de scoop et révélation. Les grandes gueules ont forgé l'image des pourfendeurs anticorruption, malgré les critiques des politiques et d'une partie de la presse en Guinée. Les grandes gueules, c'est fait une spécialité depuis plus de 5 ans, des enquêtes qui ont ébranlé le sommet de l'État. À suivre tous les jours sur Adafo Média et l'ensemble des réseaux partenaires. Les grandes gueules. Tout sur les dessous de l'actu. Ici, l'actu rime avec liberté de ton sur Radio Espace. Voilà, dans un instant, donc, nous allons appeler Fodé Oumar Touré. Il est expert en passation des marchés publics. Il va intervenir chez nous dans cette émission Les Grandes Gueules. Allez-y, complément d'info. Une dernière précision, parce que la question du recoupement là est revenue. Vous savez, même nous, quand on est passé là-bas, on a dit, bon, vous n'avez pas recoupé l'information. Au fait, je crois qu'à la HAC, il suffit que quelqu'un dise, on ne m'a pas appelé, et puis c'est fini. C'est considéré comme ça. Donc, au fait, le ministre Charles a été appelé. Mais c'était dans le cadre du BIFOR, semble-t-il. Donc, pour qu'il puisse réagir au travail qui a été fait. Mais on a dit, non, on ne vous écoute pas ici, à cause, pour ce qui a été fait dans le BIFOR GG, on vous écoute par rapport à ce qui a été publié sur Inquisiteur. Et on va loin, on dit, vous savez que vous travaillez pour Espace, et il y a eu déjà un autre dossier qui a opposé Espace à Charles, donc on peut avoir l'impression que c'est de l'acharnement. Ça m'a rappelé une question qu'on nous a posée là-bas. Pourquoi vous êtes méticuleux? Pourquoi vous allez dans les détails? Pourquoi vous voulez toujours comprendre? Cette question a été posée par les commissaires de la HAC. Pourquoi vous êtes méticuleux? Et par des journalistes. Si un journaliste n'est pas méticuleux, il va être simple comme ça. C'est compliqué. C'est compliqué. Allez-y. Alors, nos auditeurs doivent aussi le comprendre. Ce matin, l'exercice auquel nous nous prêtons, c'est pas la défense de Babila. C'est même pas la défense de la corporation. Un expert va nous expliquer ce qui se passe en matière de passation de marchés publics. Babila, Moussa Yero et moi avons participé, je crois, avec... je crois qu'il y avait un quartier, Mohamed Ali aussi, avons participé à une formation, voilà, avec Mohamed Ali, dans le cadre de la passation des marchés publics. On sait ce qu'il en est. Et donc, Babila va donc joindre l'utile à l'agréable, et il va se dire, puisque Charles lui-même annonce que l'essentiel des marchés publics passés sur ces derniers temps le sont essentiellement de gré à gré, je vais utiliser mon savoir désormais sur la question de la passation des marchés publics et le confronter à la réalité du terrain. Les grandes gueules. Le vérificateur général l'a annoncé. C'est la même histoire. Et ceux qui travaillent là-bas, quand vous parlez avec eux, Lamine, ils vous disent, mais si on vous fait l'état des lieux de la passation des marchés publics en Guinée, vous allez vous mettre les mains sur la tête, comme on dit. Donc, Lamine, on aura cet expert, certainement, qui va nous expliquer comment ça fonctionne. Parce que là, nous, en le disant, on va dire, bon, ce sont ses amis. Mais derrière, ce que Jacques dit et qui est quand même très, très alarmant. Voici ce que Babila fait.
il y a des passations dans cet article-là. Il dit aux Guinéens, comment il a appelé ça? C'est soupçon de corruption? Qu'est-ce qu'il a dit? Parfum. Parfum. Il dit, ça pourrait sentir mauvais. Les grandes Il gueules. ne dit pas, il y a de la corruption. D'accord? Les mots ont leur place. Il ne dit pas ça. Il dit qu'il y a un parfum de corruption. Et d'ailleurs, plus tard, ça va s'étayer tout à l'heure, ça l'est. C'est ça la vérité. Et donc, ce qui se passe, il dit, pourquoi je dis ça? Le premier article qu'il nous produit, qu'il propose à ses lecteurs, c'est de dire, bon, voici la situation. Pour le moment, je n'entre pas dans le détail. Mais voici tel marché, il a été donné à telle entreprise, c'était de gré à gré. D'accord? En fait, c'est le contexte que Babila a posé, le contexte de cette enquête. Et à la fin, on le fait tous dans nos écrits. À la fin du contexte, qu'est-ce qu'on fait? On génère une problématique. Et si vous voulez, on génère des problématiques spécifiques. C'est ce que Babila a fait dans cet article. À la fin, il pose des questions, c'est de l'enquête par questionnaire. Il pose des questions et il dit, bon, qu'a-t-on fait de cette prescription légale? Qu'a-t-on fait de ceci? Qu'a-t-on fait de cela? À ces questions, je répondrai dans les prochains écrits. Et puis, paf, on lui tombe dessus. On dit, non, il ne doit pas parler de ça, il ne doit pas parler de ça. Le monsieur n'a fait que poser un contexte. Ça, ce sont des faits. Est-ce qu'il y a eu telle entreprise qui a bénéficié d'un marché? La réponse est oui. Est-ce qu'il y a telle autre qui a bénéficié d'un marché? La réponse est oui. Mais en fait, ce qu'ils ont fait là, ils vont creuser une tombe à ces mêmes entreprises. Parce que la loi va plus loin. Au-delà des prescriptions liées à la passation des marchés publics. Lamine, quand tu veux soumissionner pour un marché public et que tu n'es pas dans les livres de la Caisse nationale de sécurité sociale à jour, la loi dit que tu n'y as pas droit. Les grandes gueules. Quand tu veux soumissionner pour un marché public en tant qu'entreprise et que devant les impôts tu n'es pas à jour, la loi dit qu'à toi on ne doit pas donner ça. Et il y a des parfums, il y a un parfum qui me permet de dire qu'il y a de ces entreprises qui ont bénéficié de ces milliards-là, qui sont soit non à jour à la Caisse nationale de sécurité sociale ou qui n'y sont pas inscrits du tout et qui en ont bénéficié. Si ce n'est pas de la corruption, ça c'est quoi? Bon, on frappe un journaliste qui n'a même pas encore rendu, qui n'a rien affirmé pour l'heure, on le frappe tout bonnement. Les grandes gueules. On va revenir sur les aspects de règles avec le spécialiste. Mais Lamine, en la matière, vous ne pouvez pas dépasser 10% de marché passé de gré à gré dans le cadre de la passation totale des marchés publics. Il y a un département ici qui a fait 100% de gré à gré. On te dit tu ne peux pas dépasser la barre, le taux de 10%. Pour ce qui est de la passation des marchés. C'est-à-dire que si tu passes sans marché, et que tu souhaites procéder par entente directe, c'est seulement 10 marchés que tu peux donner de gré à gré. Les grandes gueules. Les 90 autres, ils doivent l'être de manière totalement ouverte. C'est un dossier d'appel d'offres ouvert que tu crées, tu lances l'appel d'offres, il est ouvert, les gens compétissent pour 90 marchés sur 100. Maintenant, les 10 marchés, c'est ce que tu peux faire. Maintenant, il y a des entités ici, il y a un département bien connu qui a fait 100% de gré à gré. Wow. 100% de gré à gré. C'est exceptionnel? Il y a un autre qui a fait 90% de gré à gré. Ok. C'est pas exceptionnel, c'est devenu C'est en violation des Les règles. grandes gueules. Non, mais souvent, parce que on moi, peut quand je pas prends le avoir ministère, quand même. quand je prends des travaux publics, par exemple, on dit souvent, parce qu'il y a l'urgence. Non. Non. À 100%, Je vous ça ne dis. peut pas je vous quand dis, même se Et justifier. mieux, on va entendre le spécialiste tout à l'heure, Lamine, même quand tout est justifié, Les grandes pour gueules. aller vers un marché de gré à gré, vous ne pouvez pas le faire sans le ministre de l'économie et des finances, sans l'avis de l'ARMP, l'autorité de régulation des marchés publics. Les grandes Si le gueules. ministre de l'économie et des finances n'a pas dit oui, si l'autorité de régulation des marchés publics n'a pas dit oui, nous sommes d'accord pour ce marché spécifique, il y a urgence, il y a besoin, il y a péril à la demeure, il faut procéder, vous ne pouvez pas le faire. Mais au ministère de la Justice, est-ce qu'on a eu tout ça? La réponse est non.
La réponse est non. On dit au monsieur, tu n'as pas contacté, tu n'as pas recoupé avec le ministre Charles Wright. Il dit, mais on l'a appelé dans le cadre du Before de GG. On dit, non, tu es là pour inquisiteur. Mais vous savez ce qu'on lui dit plus tard, à l'intérieur de son article-là? On dit, de toute manière, vous, à Adafo, vous êtes contre Charles Wright. La hack? Mais je suis en train de te dire, Lamine. C'est pas possible. Bon, quand on demande à Charles Wright de répondre dans le cadre de Adafo Média, on dit non, ça ne concerne pas Adafo. Bon, mais maintenant on se retourne encore dans le cadre de Inquisiteur. On dit au monsieur, bon, tu es de Inquisiteur, mais tout le monde sait que tu es de Adafo et donc tu es contre Charles Wright. Les grandes gueules. Mais à la fin, on est où, quoi? Bien. On est où? Voilà, tas de questions ce matin, mon cher Tabar. On va essayer de partir avec notre invité qui est là. C'est bien sûr Fodé Oumar Touré. Il faut le rappeler, il est expert en passation de marché public. Les grandes gueules. Bonjour, monsieur Touré. Allô? Bonjour, monsieur Touré. Bienvenue sur Espace. Oui, c'est bien, M. Touré. Voilà, bienvenue sur Espace. Allez-y. Voilà, Tabar. merci de vous prêter à nos questions de ce matin. L'exercice pour lequel nous vous sollicitons est un exercice pédagogique. Pour que l'opinion comprenne, au regard de tout ce qui est en train de se passer, comment est-ce qu'on passe un marché en République de Guinée? C'est la question générale que je vous pose. Comment, en tant qu'entité publique, de l'exemple du ministère de la Justice, de la Sécurité, lorsque je veux confier des tâches à un prestataire, comment est-ce que l'on passe un marché public en Guinée suivant nos lois? Merci et je vous dis bonjour, je dis bonjour à tous vos auditeurs. Et passer un marché public, la procédure comporte plusieurs étapes. Premièrement, il faut bien que les besoins pour lesquels on veut passer le marché soient définis. Et ça, c'est en dehors de l'initiation du marché d'abord. Les services techniques des autorités contractantes, des départements, n'importe lequel, définissent leurs besoins. Ces besoins sont chiffrés et exprimés en termes d'allocation budgétaire. Donc, une fois que le budget, n'est-ce pas, est notifié aux autorités contractantes, ce budget est transcrit en ce qu'on appelle le plan de passation des marchés publics, le PPM. Et c'est dans ce PPM, à l'occasion de l'établissement de ce PPM, que le mode de passation, la procédure, est choisi. Ce PPM-là doit aller à la Direction générale du contrôle des marchés publics pour une approbation. Si la direction estime qu'il n'y a pas eu de fractionnement, il n'y a pas eu d'infraction, etc., la direction donne son avis de non-objection sur le PPM, il est validé. Et à partir de là, on publie, n'est-ce pas, les avis d'appel d'offres. Je signale dès au départ qu'il y a une seule règle pour passer les marchés publics, c'est l'appel d'offres ouvert. Nous l'avons dit, et même quand certains de vos collègues ont été en formation à la RNP, on leur a dit, la seule règle, c'est l'appel d'offres ouvert. Maintenant, l'avis d'appel d'offres est lancé, tous les candidats éligibles à la commande publique peuvent se manifester. J'insiste sur le mot éligible parce que il n'est pas admis à postuler à la commande publique n'importe qui. Il y a des conditions, il y a des critères qui sont définis à l'article 64 du Code des marchés publics qui disent qui peut postuler à la commande publique. Justement, qui peut? Oui. Justement, dites-nous qui peut, ces critères d'éligibilité rapidement, est-ce qu'on peut les parcourir ensemble? Oui, bon, c'est tous ceux qui sont d'abord agréés, des sociétés, entreprises ou personnes physiques agréées
pour exercer de telles fonctions ou de Prestation. métiers. N'est-ce pas? Vous êtes une entreprise de BTP, vous avez votre agrément, vous êtes une entreprise de commerce, vous avez votre agrément, vous êtes enregistré à l'APIC, vous avez votre RCCM. C'est ça, d'abord, la première condition. La deuxième condition, il faut que vous soyez identifiable, que vous ayez un siège fixe, identifiable. N'est-ce pas? Ensuite, il faut que vous soyez en règle avec la fiscalité, avec, disons, la Caisse nationale de sécurité sociale, puisque vous avez des employés que vous devez déclarer là-bas. Il faut que si vous aviez des marchés auparavant, vous soyez en règle avec la redevance de régulation, etc., etc. Il y a au moins 20 conditions, 20 critères définis dans le code permettent ou qui définissent l'éligibilité à la commande publique. Oui. Bon, je peux continuer. Oui, vous pouvez, allez-y. Voilà. Donc, il faut être éligible pour pouvoir être candidat. Candidat veut dire un marché public, celui-là qui remplit toutes les conditions que je viens de citer. Il est candidat. Maintenant, quand il y a un avis d'appel d'offres qui est aussi, n'est-ce pas, approuvé, disons, frappé d'un anneau de la DGCMP, si vous est publié dans le journal des marchés publics, sur le site web de l'ARMP, dans 3 journaux au moins de grande lecture, alors, si vous consultez, vous avez cette information, vous pouvez vous muer en soumissionnaire. Et en ce moment, vous allez acheter des cahiers de charges, préparer vos offres et les déposer. Ça, c'est une étape. Une fois que les offres sont déposées, n'est-ce pas, la commission est habilitée à ouvrir les plis, à évaluer les offres, fait son travail, le rapport est produit, et en ce moment, si vous êtes, si c'est l'offre le mieux disant, ou en tout cas le critère de l'offre, si c'est rempli, on vous dit que vous êtes l'attributaire provisoire du marché. Et à partir de ce moment, l'autorité contractante vous invite à la rédaction du contrat, etc., etc. Et si toutes les clauses requises sont aussi signées par l'autorité, Bien. par vous-même titulaire, c'est en ce moment que vous quittez du soumissionnaire au titulaire. Et le titulaire, une fois qu'il a signé, l'autorité contractante a signé, le contrat, le marché est soumis à l'approbation du ministre de l'économie et des finances. Ça, c'est la procédure de l'appel d'offres ouvert, qui est la règle. Mais il y a des procédures dérogatoires. Comme on le dit souvent, l'appel d'offres Voilà. Malheureusement, on a une mauvaise connexion. Voilà. Je sais pas si vous pouvez vous déplacer un petit peu, Monsieur Touré, parce qu'on a du mal à vous entendre. Voilà. Allez-y. Allez-y. Oui, oui, ça s'entrecoupait là. Allez-y, reprenez la partie. Vous m'entendez bien? Très bien. Allez-y. Allez-y, Monsieur Touré. Donc, je dis qu'il y a les procédures dérogatoires, notamment le gré à gré, l'appel d'offres restreint, c'est des procédures dérogatoires. Mais comment arriver? Pour bénéficier de ces procédures, il faut faire une demande motivée. La demande motivée là est examinée par la Direction générale du contrôle des marchés publics qui donne son avis de non-objection motivé. Motivé. Et c'est seulement après cela que le ministre de l'économie et des finances donne l'autorisation, n'est-ce pas, de procéder ou d'user de cette procédure. Donc, pour le premier, le gré à gré, il y a 4 conditions obligatoires. Si ce n'est pas l'une de ces conditions, on ne peut pas procéder au gré à gré.
C'est très clair. D'abord, il faut que le marché, pour aller plus vite, il faut que le marché ne soit réalisable que par un seul fournisseur qui a de l'exclusivité, qui est muni d'un brevet, d'une licence. Là, on ne peut rien, on ne peut que le consulter. C'est le gré à gré. Deuxièmement, il faut que ce soit des besoins de sécurité nationale, n'est-ce pas, émanant du ministère de la Défense nationale ou du ministère de la Sécurité et de la Protection civile. Pas tous les besoins de ces deux départements, les besoins frappés du secret défense, qui sont incompatibles à la publicité. Et dans ces conditions même, il y a une commission nationale qui est établie, présidée par le ministre de la Défense, vice-président ministre de la Sécurité, membre ministre des Finances, et le directeur général du contrôle des marchés publics en est le rapporteur. Cette commission examine si réellement c'est des marchés, c'est des besoins de haute sécurité nationale qui appellent ou qui conduisent au secret défense nationale. C'est eux qui examinent leur acte. C'est seulement ce cas. Mais pas tout, quand une porte est blindée, là, on veut fermer une porte d'un directeur en mettant une série de sécurité. La sécurité dont parle le code des marchés publics, et ça doit passer devant cette commission. Bien. Un marché qui passe devant cette commission n'est pas un marché de sécurité. Deuxième condition. Troisième condition, il faut que absolument ce soit de l'urgence extrême. J'ai expliqué une fois sur vos antennes que l'urgence extrême, il faut que d'abord le marché soit attribué à une première entreprise qui sera défaillante ou qui est empêchée, même si elle n'est pas défaillante, mais qui est empêchée à terminer l'ouvrage. Et puisque l'ouvrage là doit être livré à une date butoir incompressible, l'autorité contractante alors se substitue à l'entreprise et termine des marchés. C'est ça l'extrême urgence. Bien. Il y a maintenant le dernier, l'urgence impérieuse. Ça, c'est lié aux forces majeures. Ouais. C'est imprévisible. On ne peut pas mettre les forces majeures dans un plan de passation de marché public. Ouais. On ne peut pas mettre l'extrême urgence dans un plan de passation de marché public. Donc, retenez que il va rester deux critères avec les autorités contractantes pour dire je vais au gré à gré. Mais pour le deuxième, toutes les autres autorités contractantes sont exclues, sauf le ministère de la Défense et de la Sécurité. Le seul qui reste à leur disposition, c'est l'exclusivité, le brevet, la licence. C'est pour ça, souvent, quand on me parle de 10%, le législateur l'a prévu pour une cause. C'est quand les marchés de PTP s'invitent. Parce que là, c'est des grosses sommes, des gros montants qui sont à manipuler. Ça va dépasser les prévisions de crédit budgétaire alignées par l'Assemblée nationale. C'est pour ça qu'on parle de 10%. En dehors de cela, je parie, si on applique le code, on l'applique, mais rigoureusement appliqué, aucune autorité contractante ne peut avoir 2% de frais agrégés. Alors, doyen, d'autres questions. Vous avez certainement parcouru un peu ces marchés passés entre ici et là. Parlant de ce marché ou des marchés autour de la maison centrale, comment vous pouvez les qualifier? Sont-ils éligibles au gré à gré ou à l'appel d'offres restreint ou pas? Je vais venir à la notion de l'appel d'offres restreint d'abord. La notion de l'appel d'offres restreint aussi est contraignante. Il faut que les travaux concernés soient de nature spécialisée. C'est-à-dire qu'il y a des techniques ou de la technologie à appliquer là que tout le monde ne dispose pas. C'est simplement un nombre restreint d'entreprises de cette technologie ou de cette technique.
une condition sine qua non. Ensuite, que ce soit des produits qu'on utilise là de production nationale ou artisanale. Oui. Alors, si ce n'est pas cela, si la motivation, la demande n'est pas motivée par cette aide, dans la demande, il faut que cette technologie spécialisée-là, ces techniques spécialisées soient mentionnées et que la direction du contrôle prouve que réellement ce sont ces techniques-là qu'on va appliquer pour donner son anneau. C'est ça. Bien. Donc, si vous, alors, mais voilà, si vous nous écoutez, on parvient à la conclusion justement que si vous voulez, la rénovation de la maison centrale, tout le monde peut faire ça. Tout le monde peut faire ça, c'est pas spécialisé, il n'y a pas une histoire de brevet derrière. On n'est pas dans un cas de marché éligible à l'appel d'offres restreint, ni même au gré à gré. Laissez-moi terminer votre question. On a juste une contrainte de temps, ce qui m'amène, on va vous laisser continuer, mais ça m'amène à la dernière question, c'est celle de la fragmentation. Non, la question là n'est pas épuisée. Écoutez, vous avez parlé de la maison centrale, les contrats de la maison centrale. J'ai écouté votre émission, j'étais à la Mecque, à la Oumra, j'ai écouté. Vous avez parlé de rénovation. Vous avez parlé d'extension. Vous avez parlé, je ne sais pas quoi encore. En tout cas, il y a 3 ou 4 types de travaux. Quand vous prenez la ligne budgétaire allouée là-bas, c'est une enveloppe. On va vous dire, dans les crédits d'investissement, tant de millions ou de milliards. C'est un bloc. On ne peut pas le diviser en 4. Dès que vous le divisez en 4, vous faites du fractionnement. C'est prohibé, c'est interdit par le législateur. Ça, c'est très clair. Il faut que j'insiste sur ça. Maintenant, à la maison centrale, voilà. Donc, on l'a perdu, hein, voilà. On l'a perdu. Je pense qu'on pourrait l'inviter. Pourquoi pas? Bizarrement, la maison centrale. Ouais, ça revient. Ça passe pas à l'antenne. Allez-y. D'accord. Allez-y. laissez-moi finir, je vous en prie. Allez-y. Laissez-moi finir. Non, vous croyez plus là. Si vous me démontrez qu'à la maison centrale, pour poser une brique, n'est-ce pas, il y a une technologie spéciale. Si vous me démontrez que pour couvrir une cellule, ou plafonner une cellule, il y a une technologie spéciale, je vous dirai oui, ils doivent utiliser la procédure d'appel d'offres restreint. Si cela n'est pas démontré, même si l'anneau est donné, l'anneau a été en porte-à-faux avec la réglementation. Et si cet anneau a été donné, ça a conduit le ministre en erreur pour donner son autorisation. Bien. L'anneau, c'est l'appel de non-objection. En pareille circonstance, c'est l'avis de non-objection. En pareille circonstance, vous qui en êtes expert et qui côtoyez ces milieux, que faut-il faire quand on est face à une violation flagrante de la procédure en matière de passation de marché public? Que faut-il faire? Il y a deux voies à emprunter. Ou bien, le premier, s'il y avait des candidats éligibles qui ont été lésés, n'est-ce pas, pour l'octroi de ces marchés, ils font le recours. Le recours préalable d'abord au niveau de l'autorité contractante. Si ça ne prospère pas, que ça prospère ou pas, s'ils ne sont pas satisfaits, ils saisissent l'autorité de régulation qui est l'ARMP. Bien. Alors, Monsieur Touré, ce qu'on va faire, si vous le permettez, la semaine prochaine, parce que ce que vous dites, c'est tellement intéressant, ça serait bien qu'on puisse vous avoir en studio. Lundi, par exemple. Pourquoi pas lundi par exemple. Ou mardi, avoir un tour complet de la question. Oui, ça serait super intéressant parce qu'on est pris par le temps, malheureusement. Voilà. Merci beaucoup, en tout cas, d'avoir accepté notre invitation. Laissez-moi aller à la deuxième possibilité avant de me retirer. Ça serait bien qu'on vous invite lundi parce qu'on est pris par le temps, malheureusement. Voilà. Ça serait mieux qu'on vous ait lundi en studio, si vous permettez, en tout cas. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation ce matin, Monsieur Fodé Oumar Touré.
Radio Espace Guinée. Le monde, la politique au sens large, l'économie, la société. Sur Radio Espace Guinée, c'est le journalisme de la pédagogie qui donne à réfléchir, qui ne vous dit pas ce qu'il faut penser. C'est un journalisme indépendant, quotidien, vis-à-vis des pressions de tous les pouvoirs, y compris celui invisible du conformisme et du civisme. Bienvenue sur la première radio de Guinée. Espace. Radio Espace. Les grandes gueules. Tout sur les dessous de l'actu. Ici, l'actu rime avec liberté de ton sur Radio Espace. Le sujet est très intéressant. Si, en tout cas, il souhaite passer lundi, ça serait bien qu'on ait en studio. Il s'est dit très disponible Ouais. pour aider à comprendre C'est très ce qui est en important. train de se passer. Ouais. Parce que le ministre, à l'époque, le ministre Charles Wright lui-même a parlé de plus d'une dizaine de milliards Ouais. de francs guinéens qui s'envolaient comme ça à cause de ce type de pratique. Il faut donc les interpeller là-dessus. La HAC, qui écoute certainement cette émission, j'ai envie de dire, n'enterrez pas le peu de prestige, s'il y en a encore, qui vous reste avec ce type de... C'est tellement flagrant, je laisserai certainement Jacques dire ça, mais surtout je veux que- rappeler Oui. à nos auditeurs que c'est quand on nous a convoqués, dans le cas du même Charles Wright, à cette tournée où il y avait 65 personnes, on dirait c'est Kadhafi. La Jamaïria Bon, libyenne. la Jamaïria libyenne qui circulait l'Afrique. Avec tout ce monde derrière lui, on a dit mais c'est du gaspillage. On nous a interpellés pour ça, il a voulu nous enterrer pour ça. Et c'est à la même HAC, des journalistes qui demandent à des journalistes d'investigation, mais pourquoi vous êtes trop pointilleux? Tu as vu un journaliste d'investigation qui ne soit pas pointilleux, qui n'observe pas des La détails? prudence, évidemment. On nous a dit qu'on faisait ça parce qu'on était contre Charles Wright et ça, je n'en revenais pas. Ouais. Et avec ce qui arrive à Babila, j'ai envie de dire à la HAC, n'enterrez pas le peu de prestige qui reste à cette institution. Merci beaucoup, qui est rempli Tabar. quand même d'histoire. L'article 64 de la loi anticorruption, je crois que c'est important que je lise cet article-là. On dit ceci: les dénonciations des cas de corruption Oui. faites par la presse sont des révélations crédibles. C'est une loi guinéenne adoptée, promulguée, susceptible d'être évaluée ou vérifiée de façon à permettre des poursuites judiciaires sous peine d'engager la responsabilité de leur auteur. Donc, et l'article suivant dit qu'effectivement, un journal d'investigation, dans l'article précédent, un journal d'investigation, lorsqu'il contribue à révéler sur la base de preuves ou indices concordants des affaires de corruption, ne peut faire l'objet ni de censure, ni d'interdiction, ni de poursuite d'aucune sorte, ni d'arrestation de son directeur de publication ou de l'auteur de l'article en cause. Si on était sérieux C'est la loi qui le dit. pour la lutte contre la corruption, il y a des journalistes qui auraient été primés dans ce pays. Pourquoi on n'a pas permis ce à qu'on Babila aurait de fait. terminer son article et puis on lui interdit pendant 6 mois d'exercer le métier? La Babila grosse question est là. n'a fait qu'aider Charles Wright dans cette situation, parce que si aujourd'hui la HAC prend comme diffamation la faute de Babila, mais je ne crois pas qu'il y ait eu diffamation, il a plutôt aidé Charles Wright qui a dénoncé la pratique parce que il a cité même des articles des sites d'information Guinée 360, le Révélateur entre autres, qui ont relayé les propos de Charles Wright. Bien. Pourquoi parler de diffamation là, c'est ce que moi je n'ai pas compris. Merci beaucoup, Daouda Mohamed. Allez, on passe en 30 secondes, s'il te plaît. Hein? La HAC est devenue une institution où les ministres viennent régler leurs comptes avec les journalistes parce qu'ils ne peuvent plus les amener en prison. N'oubliez pas qu'ils ont tenté plusieurs fois de faire condamner des journalistes directement chez le juge. Mais aujourd'hui, les commissaires de la HAC ont tellement de pression qu'une seule phrase de « Ah, c'est vous qui faites que les journalistes, ils se fichent de nous, hein. On vient se plaindre chez vous et puis vous ne faites rien. » Une fois, 2 fois, 3 fois. Maintenant, les commissaires de la HAC se laissent influencer parce que clairement c'est ce qui ressort d'ici. Babila n'a même pas terminé une enquête. Puisque Charles Wright, vous avez entendu la phrase qui se trouve derrière, Charles Wright dit c'est un acharnement de la radio espace et il ne faut même pas aller loin. Il faut prendre une mesure directe tout de suite. Cependant, peut-être qu'on reviendra la semaine prochaine dessus. La HAC, c'est une institution qui doit exister, mais ceux qui la composent doivent changer en fait en réalité. Parce qu'en fait,
le contenu est pourri. Ceux qui sont là-bas, c'est fini. Non, Mohamed Ali. Confiance en fait. Mohamed Ali, il faut respecter l'institution, s'il te plaît. Je respecte l'institution. Voilà. Je parle de sa composition. Sa composition, il n'y a rien dedans la mine. Ça, au moins, vous êtes d'accord avec moi que... Du ça, tout. là, Ce que tu dis, ça t'engage. C'est pas moi qui... Voilà. Ouais, c'est ça. Ça engage la mine aussi. C'est lui qui a ouvert mon micro. Ah, bon. Écoute, hein, non. l'âme fatale, c'est ça. Faire ça, la mine. Toi, je suis démocrate, en fait. Oui, tu es Voilà. très démocrate. Mais je vais finir par Qu'est-ce que dire, tu as là. fait? Je fais ça. Hein? Non, mais